En seulement 3 mois, Noam est passé de 3 cas par mois à 13 cas par mois recurring avec seulement 3 clients. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tout l'envers du décor de ce qui s'est passé pour Noam. On me voit beaucoup avec lui sur LinkedIn et vous allez voir pourquoi. Tout ce qui s'est vraiment passé, déroulé, les étapes après tout ça. Vous allez voir un petit peu comment vous pouvez mettre ça en place aussi directement vous dans votre propre business. Je vais tout détailler. Il ne va pas y avoir de secret là-dedans. Vous pourrez tout recopier de A à Z. Donc suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre pourquoi Noam était bloqué à 3 cas par mois, qu'est-ce qui faisait qu'il était bloqué à ces 3 cas par mois. Pourtant, si on regarde bien, il avait une réputation qui était ultra solide, il avait des références complètement dingues, il avait des case studies ultra solides, pourtant, le marché le ramenait toujours au même prix et toujours dans le même secteur, dans la même catégorie, dans le même marché ultra saturé. Donc on va analyser tout ça. Déjà, premier point, sur le papier, il avait vraiment tout pour scaler. On ne peut pas se mentir, c'était l'un des meilleurs freelances dans le domaine des landing pages. Avec le réseau qu'il avait, c'était exceptionnel. Pourtant, il était quand même bloqué. Et ça, c'est une phrase qui m'a sorti dès le début de notre collab et qui m'avait assez marqué. C'est qu'il avait l'impression de servir à rien dans son taf. C'est-à-dire qu'il était un peu traité comme un exécutant. C'est-à-dire que voilà, des gros du marché l'appelaient en disant voilà, je veux que tu fasses ma landing. Je veux que tu la fasses comme ça, de telle manière, telle manière. Il avait juste qu'à exécuter ce qu'on lui disait de faire. Et il vendait en plus ça très peu cher. Donc il se faisait un peu exploiter sur les bords quand même par rapport à ce qu'il pouvait donner en termes de compétences. Parce que ça, c'était juste une partie de ses compétences. Donc ça, c'était déjà le point sur lequel je voulais vraiment appuyer. C'est qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, ça ne veut pas dire que c'est là où vous êtes bon uniquement. D'accord, Noam faisait des landings, il était bon bien ailleurs et c'est tout ce qu'on a découvert par la suite et vous allez le voir. Première chose, pourquoi il stagnait? Il y avait des freins directement, il y avait 3 forces, on va dire, qu'il ramenait au prix du marché malgré ses compétences. Ok, déjà, le marché dans lequel il était ultra saturé. Ça, je vous apprends rien, vous le savez tous, mais les landing pages, c'est l'un des marchés les plus concurrentiels qui existent. Sur LinkedIn, barre de recherche, landing page, et là, on a une flopée de personnes qui tombent, qui sont plus ou moins qualifiés les uns que les autres, on n'en sait rien en fait. Donc là, c'est le premier point. Deuxième point, le prix du marché. En fait, il vendait ce que tout le monde demande et il prenait les clients qui passaient. Et il les vendait à un prix abordable, ok, c'est ce que j'entends beaucoup en ce moment, pour que ça passe et pour qu'il n'y ait pas de friction à l'achat. Autre goût, ça c'est un autre problème du coup. Et le troisième problème, syndrome technique. C'est-à-dire qu'il était bon dans ce qu'il faisait, c'est pas trop le problème, mais son business lui-même était mort. D'accord, il n'y avait pas de levier particulier. D'accord, donc soit il allait recruter, donc perdre en marge, soit il allait augmenter ses prix, mais vu qu'il avait l'habitude de vendre à un tel prix, ben, automatiquement ça allait bugger. Donc le résultat c'était 3 cas par mois, bloqué, sans stabilité, et 3 cas par mois en France en micro, on va pas très haut, ok, on va pas se mentir. Derrière, ce qu'il faut comprendre, le vrai problème dans tout ça, c'est qu'il était potentiellement meilleur que les autres, d'accord, mais il restait comparable. Ce qui fait que dans un marché saturé, ça t'empêche littéralement d'être payé à ta juste valeur. On s'en fiche d'être le meilleur, ok, parce qu'il y aura déjà toujours meilleur que nous, quoi qu'il arrive, mais c'est surtout que être le meilleur, ça ne sert à rien, littéralement. Soyez différent, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'impact et vous pouvez surtout vous faire payer beaucoup plus cher parce que la valeur, du coup, elle-même est différente, ok. Donc ça, c'est très important de le garder en tête. Derrière, si on regarde la partie pivot, ok, c'est qu'il y a 2 options possibles pour sortir de cette guerre des prix. Il y a 2 options. L'une mène à une sorte d'impasse et l'autre, en fait, elle a rendu Noam impossible à copier, mais littéralement, ok. Pour vous expliquer ça, 2 options. Il y en a une qui scale, l'autre non. Première option, on peut l'écarter en une seule phrase et je vous la montre juste ici. La deuxième est beaucoup plus intéressante, on va en parler un peu plus. Première option, se nicher. Ça, on entend ça partout sur le marché. Il faut que tu te niches, il faut que tu trouves une niche plus petite, etc. etc. Déjà, une niche, c'est pas facile à trouver parce qu'à un moment, tout le monde commence à nicher partout. Ça commence à devenir difficile. C'est long à spécialement valider et c'est toujours le même problème dans lequel on est, c'est que c'est la guerre des prix quoi qu'il arrive. Si on prend un marché, ok, un marché, on va prendre une petite partie du marché. Ok, mais ça ne changera pas que les prix seront ceux du marché. D'accord, donc ça ne change absolument pas le problème, c'est juste un problème avec moins de monde qu'on peut aller toucher. Donc pas spécialement intéressant. Par contre, nous, ce qu'on a vu avec Noam, c'est qu'on a pris l'option 2. Donc celle de lister ses unfair advantage. Alors, qu'est-ce que c'est littéralement ça? Je vais vous l'expliquer juste après, mais ce qui est assez intéressant, c'est que le but, c'est pas de créer du neuf, c'est de mettre à profit ce que tu as déjà. Ok, et que personne d'autre n'a, pour construire une offre que personne littéralement ne peut copier. Parce qu'une niche, n'importe quel acteur demain rentre sur le marché, prend la même niche que toi. Voilà, ça ne sert strictement à rien, c'est la pire erreur à faire de trouver une niche. Par contre, dès l'instant où on va lister des unfair advantage qu'a la personne et uniquement elle, là on va pouvoir commencer à bâtir quelque chose qui va être basé sur ce qu'elle a déjà, unique. Et donc là on va commencer déjà à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc pourquoi déjà c'est intéressant de faire ça? Parce que c'est déjà en toi, comme je viens de vous le dire. C'est aussi une sortie de comparaison, vu qu'encore une fois, c'est uniquement toi, tu n'es pas dans la guerre des prix avec les autres, et derrière, c'est littéralement impossible à copier. Et vous allez voir comment. Première chose déjà qu'on a fait, c'est qu'on a mis en avant ces unfair advantage, donc
on va dire, ses compétences techniques. Il en avait et elles étaient vraiment très précises. C'est-à-dire qu'il y en avait peu sur le marché des landing pages, même sur le marché tout court, qui avaient cette maîtrise, même des landing pages en réalité, mais surtout du produit dans sa généralité. D'accord? Il a une vision produit exceptionnelle. Ensuite, le sens du business. Il comprend la mécanique client, il comprend les funnels, il comprend la conversion, bien mieux que la plupart sur le marché. Okay? Et derrière, il avait une capacité d'analyse vraiment particulière, c'est-à-dire qu'il lisait vraiment bien les datas, il mesurait bien l'impact de chaque action, okay, et il arrivait à ajuster en continu et à prendre, on va dire, ces datas, à les, on va dire, à les disloquer les unes des autres pour voir un petit peu et se rendre compte des réelles opportunités qu'il y avait. Et ça, c'est 3 éléments, en grattant un peu, qu'on a trouvé chez lui et qui, automatiquement, derrière ça, nous a permis de réfléchir un peu plus et de créer une offre littéralement no-brainer avec 3 compétences qu'on a monétisées en simultané au lieu de garder juste cette compétence de landing et derrière que personne ne peut, reproduire en fait la combinaison exacte de ce qu'on a mis en place. Okay, donc c'est là où on commence à avoir quelque chose de sacrément intéressant. Derrière, on l'a repositionné automatiquement, on n'a rien créé littéralement. Okay, on a juste mis à profit ce qu'il avait déjà. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut garder. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Avant, il faisait des landing pages. C'était un freelance qui faisait des landing pages sur LinkedIn à 1500 balles, ok, comme 99% des mecs qui font des landing pages sur LinkedIn. Donc, c'était un prestataire qui était limite interchangeable. Okay, même s'il était très bon, il y en a d'autres qui sont bons aussi. Donc, il est interchangeable. Aujourd'hui, si on regarde bien, il est expert technique, business et analyse. Donc, en fait, il y a 3 compétences monétisées en même temps. Et tout ça, bien sûr, on en a créé une offre complète et je vais vous le dire juste après. Derrière, si on regarde bien, l'offre en elle-même, même si il avait un positionnement qui là est parfait, l'offre devait avoir du sens pour ses clients, ok, pas uniquement pour lui. Et c'est pour ça qu'on a construit cette offre-là autour de 4 grandes questions, mais surtout, la 4e question que vous allez voir juste après, c'est celle qui est la plus marquante, celle qui a vraiment fait que son CA a décollé et celle dont personne ne parle, littéralement. Donc, ces 4 questions, c'est lesquelles? La première question, c'est quelle transformation réelle cherche la cible? Très basique, c'est évident. Vous avez déjà posé cette question-là, j'ai aucun doute là-dessus. Deuxième question, comment résoudre la frustration x 100? D'accord? C'est-à-dire résoudre 100 fois mieux que les autres. Donc là, il faut déjà commencer à regarder ce que fait le marché, ce qu'il fait mal, et ce que la cible recherche que le marché ne résout pas. Et derrière, on met tout ce qu'on a sur cette frustration-là pour la résoudre 100 fois mieux que tous les autres. Okay? Derrière, question 3, comment surdélivrer? D'accord? Donc, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est bien sûr d'avoir des ambassadeurs, du bouche à oreille, de la LTV, mais c'est surtout que moi, je pars d'un principe, je répète tout le temps ça à mes clients, il faut sous-promettre et surdélivrer. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière-là, en fait, qu'il y aura littéralement de la satisfaction client. Si on surpromet, même si on délivre quelque chose de qualité, il y aura toujours de la déception. Quoi qu'il arrive, donc gardez ça en tête. Mais la 4e question qui a été la plus marquante, c'est quel modèle de pricing on va vraiment mettre en place. D'accord? Ça, c'est une question que, littéralement, personne ne se pose. On dit, je sais pas, tu as une offre, tu la mets à 5K, ça passe, c'est cool, le marché le met à peu près à ce prix-là, tu verras, tu n'auras pas de problème. Ben non, en fait, absolument pas. Parce que le modèle de pricing fait qu'aujourd'hui, Noam, avec seulement 3 clients, fait 13K par mois. Seulement 3 clients, d'accord? Certains, pour faire 13K, il leur faut 7, 8, 10 clients. Et il faut les chercher tous les mois, parce que le recurring ne fonctionne pas, parce que 2 mois après, le mec, il arrête, parce qu'en fait, c'est des dents de scie. Là, on a ce qu'on appelle la réalité du terrain, c'est qu'il est prévisible. Et la plupart des freelances cherchent la prévisibilité. C'est ce qu'on a réussi à faire parce qu'on a adapté le modèle de pricing. Tout simplement, ça a vraiment été le game changer de l'offre. Okay, donc pour vous montrer un petit peu, le modèle complet de pricing, ça paraît complexe comme ça, c'est ultra simple. Il y a 3 leviers combinés autour d'un seul et même objectif, le CA du client. C'est-à-dire que littéralement, avec ce modèle-là, c'est avantageux pour Noam, mais c'est ultra avantageux aussi pour son client. Donc c'est du pur win-win. Ce qu'on fait, comment on fonctionne, c'est que déjà le premier paiement que reçoit Noam, c'est 10% du CA. Upfront, c'est-à-dire, très simple, quelqu'un fait 50K par mois, imagine, ok? Il signe chez Noam. 10% de 50K, ça fait 5K. Donc déjà, l'upfront, c'est 5K. Ensuite, il y a du revenu cher, ok, qui est du coup de 5% par mois. C'est-à-dire que ce gars, imaginons, par mois, il fait 50K, donc il y a 2K5 pour Noam, tous les mois, ok? Et en plus de ça, il y a 10% à la performance, donc du bénéfice net additionnel. Imaginons cette personne-là, elle faisait 50, Noam passe par là, elle fait 60, il y a eu un delta de 10, mais lui va prendre 10% de ces 10 000 euros, donc 1000. Okay, donc pourquoi c'est intéressant pour lui et pour le client? C'est-à-dire que plus ce client va faire d'argent, plus Noam va gagner, d'accord? Mais surtout, le client, il se dit quoi? Que Noam, il sera payé aussi à la performance et au revenu cher, d'accord? Parce qu'après, vu que l'upfront a été payé, il n'y a pas de réel fixe. Donc,
Si Noam veut gagner de l'argent, il faut qu'il soit performant avec son client. Donc c'est un full win-win. Et c'est là où on a vraiment un modèle gagnant-gagnant. On a un modèle qui fait que il y a vraiment de l'argent qui rentre et il y a vraiment ce côté pérennité. Okay. Derrière, le modèle peut certainement s'appliquer à toi. Okay. J'ai mis en place un petit questionnaire rapide. Franchement, c'est à peine 5 minutes pour savoir exactement où tu en es. Tu peux directement voir le questionnaire, tu l'auras directement en description et tu peux voir si le modèle que Noam a mis en place, tu peux le mettre aussi en fonction de ce que tu fais ou tu peux ne pas le mettre. Donc n'hésite pas à aller checker ça et je regardais chacune des questions pour pouvoir vous apporter un maximum de valeur là-dessus. Derrière, la partie 4, la visibilité. C'est pas des résultats magiques. Ok, dit comme ça paraît magnifique, exceptionnel. Mais en fait, si tu arrives avec une offre unique sur le marché, mais que personne te reconnaît en tant que tel et que qui ne voit pas la valeur de ce que tu proposes, tu vas juste te prendre un mur. Ça, c'est un peu logique. Ok. Donc derrière, ce qu'il faut faire, c'est casser les 3 barrières qui bloquent l'achat. Ok. Donc là, on a mis en place une strat sur LinkedIn structurée où il a gagné plus de 2000 abonnés qualifiés en reco derrière et full inbound. Ok. Ces 3 barrières-là qui bloquent l'achat, la première, c'est la croyance interne. Vous savez que les 3 sont basés sur des croyances parce que le contenu est fait pour briser des croyances. Okay. Croyance interne, j'y arriverai pas. Ça, beaucoup de votre cible potentiellement peut se dire ça, j'y arriverai pas ou je pense que ce n'est pas fait pour moi, vous allez voir. Donc en gros, il faut casser cette croyance-là avec des cas concrets, des micro-histoires, des résultats chiffrés. C'est ce qu'on a mis en place dans sa strate de contenu. Derrière, croyance externe. Donc les autres ont essayé, ça n'a pas marché. Okay. L'envers du décor, pourquoi les autres échouent. Ça, c'est très important de le mettre aussi dans son contenu. Et autre point, croyance sur le modèle. C'est trop beau pour être vrai. Ok, ça, il y en a beaucoup qui le sortent aussi sur LinkedIn. Transparence. Montrer le mécanisme. Tout simplement. Si vous mettez ça en place, là, ces 3 points en place directement dans votre contenu, vous verrez que vous allez exploser les croyances de vos prospects et donc ils vont venir à vous beaucoup plus simplement. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là que le prospect devient client, qu'il a envie d'acheter. Parce que vous avez tapé sur les 3 croyances qu'il y a le plus aujourd'hui et vous avez montré que ce sont juste des croyances. C'est pas une réalité, ok. Et donc il n'y a plus rien qui bloque l'achat, ok. Derrière cette stratégie, elle ne crée pas du contenu pour vendre. On n'est pas là pour vendre dans le contenu. On est là pour éliminer toutes les raisons de ne pas acheter. C'est totalement différent, ok. Quand on veut vendre, on est dans le forcing. Quand on élimine les raisons de ne pas acheter, on est juste dans la preuve. Regarde, je te fais du contenu depuis 1 mois, lis-le et dis-moi qu'est-ce qui t'empêche là d'acheter chez moi. Qu'est-ce qui fait que tu penses que ça peut ne pas fonctionner pour toi, tu vois. Et dès l'instant où on arrive à mettre ça en place, c'est Banks, ok. Derrière, si on regarde la partie acquisition, le contenu, il élimine les objections, ça c'est très important, mais il ne va pas chercher les clients à ta place comme je le disais, ok. C'est exactement ce qu'on a dû construire, c'est vraiment quelque chose de solide où il faut absolument que l'acquisition aide le contenu et le contenu aide l'acquisition, ok. C'est très important. Donc on a fait ça en 5 étapes. Déjà, le système en 5 étapes est ultra simple, d'accord, et légèrement différent des précédentes vidéos YouTube que j'ai faites parce que sa cible à Noam est relativement différente, ok. C'est 5 étapes qui s'auto-alimentent. Okay. Première étape, message direct Loom, 3 minutes, d'accord, comparé à un Loom, on va dire plus étoffé que dont j'ai pu parler dans les dernières vidéos. Là, c'est un Loom de 3 minutes, diagnostic plus insight. Simple et efficace. On est là pour montrer, pour prouver ce qu'on peut mettre en avant. Derrière, data. On met en avant les datas. C'est très important parce qu'avec moi, on a mis ça en place. J'analysais et on analysait ces datas toutes les semaines avec 5 métriques dont je vais vous parler juste après, qui sont les plus importantes et qu'il faut absolument checker parce que sinon, vous ne pourrez jamais avoir de résultat en acquisition. Derrière, bien sûr, itération. On a optimisé chaque semaine un seul point, mais le point qui était le plus logique d'optimiser. Derrière, roleplay. On a fait énormément de roleplay là-dessus et on a testé différentes objections, etc., pour faciliter le travail de Noam derrière. Et bien sûr, nurturing, très important, mais on va en parler juste après. Derrière, si on regarde les 5 leviers en détail, donc le Loom personnalisé, mesure quotidienne, roleplay hebdo, débrief post-rendez-vous et surtout nurturing long terme. Première chose, le Loom personnalisé, 3 minutes, comme je vous le disais, diagnostic, insight, appel à l'action et rien de plus. 3 minutes. Il faut que la valeur soit condensée. Il faut qu'on condense la valeur au maximum. Derrière, étape 2 et 3, qu'on met au même endroit à peu près, c'est la data et l'itération. C'est-à-dire qu'on va regarder les nombres de messages envoyés, le nombre de réponses, la qualification des prospects, le nombre de rendez-vous, le taux de no-show aussi. Et derrière, on va optimiser 1 point par semaine, pas 10. Okay. On va regarder quel est le point qui fait le plus chuter, en fait, tout simplement, le taux de conversion derrière. Okay. Si on se rend compte, par exemple, que, imaginons, les prospects, ils arrivent en call, mais ils ne sont vraiment pas qualifiés, c'est là-dessus qu'on va se concentrer sur la semaine 1. Okay. Et on va mettre toute notre énergie là-dessus. Dès l'instant où ça s'est réglé, peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, je ne sais pas, moi, imaginons, les messages envoyés, pas ultra quali, on va modifier, etc. Derrière, roleplay et objection, ça, c'est très important de regarder ça parce que c'est bien beau d'avoir des rendez-vous.
Moi, je me rappelle il me rappelle d'un client qui avait eu beaucoup de rendez-vous, qui n'en avait closé aucun. Et en fait, le problème, c'est parce qu'en acquisition, c'était génial. En closing, ça l'était absolument pas. Et donc, ça ruine des leads ultra qualifiés. Donc, il faut vraiment travailler aussi ces objections-là et travailler à fond pour avoir des réponses cadrées, tester, itérer encore une fois et avoir un maximum de retour du marché pour optimiser le tout. Et bien sûr, nurturing long terme, j'en ai déjà fait une vidéo YouTube dernièrement sur les relances. 70% de mes ventes viennent des relances et c'est à peu près la même chose pour le marché en général, pour tous ceux qui font des relances en tout cas. Donc, nurturing, c'est ultra important. Ils m'ont envoyé tous ces appels de vente, sans exception. Ok, donc j'ai vu tous les appels de vente de Noam. On a des briefs après chaque rendez-vous. On a vraiment regardé qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui ils n'avaient pas acheté. Et donc derrière, on a relancé parce que beaucoup de leads signent à G+30, G+60. Mais pour ça, il faut les nurturer. Ils ne vont pas revenir vers vous normalement. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et c'est pas là-dessus, on ne veut pas jouer sur la chance, on veut jouer sur un process. Okay, donc on a mis un process en place pour que, même si ça ne signait pas pendant le call, ça allait signer plus tard. Et derrière, le système qui a marché pour Noam m'a aussi permis, moi, de faire 40K. Si tu veux en savoir plus sur ce système, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Tu peux directement aller voir cette vidéo et tu auras tous les détails de cette méthode.